Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Abdoul Doukaini. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le mandataire financier du candidat Mansour Kamardine du Parti Les Républicains dans la circonscription 2. Vous êtes là pour nous parler de ce second tour qui approche pour ce dimanche. On en parle avec vous tout à l'heure. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Avec nous également sur le plateau, maître Fatih Ramani, excusez-moi, et Fatima Osseni du barreau de Mamoudou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes là, vous, pour nous parler de ce mouvement de grève du côté des avocats de Mayotte. Vous allez nous en dire davantage. Qu'en est-il très exactement de la situation actuellement? On saura cela tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 15 juin. Le droit de retrait se poursuit du côté du collège Ouvamoja de Passamenti. Enseignants, agents administratifs et autres membres de la vie scolaire réclament des solutions d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Mais pour l'heure, les réponses apportées sont insatisfaisantes et le mouvement continue. Explication. Le coup d'envoi du baccalauréat a été donné ce matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Y a-t-il un mauvais usage de la raison? Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher? Peut-on se libérer de sa culture? Des centaines de candidats ont planché sur des sujets qui donneraient du fil à retordre à beaucoup. Reportage au cours de cette édition. Les journées nationales de l'archéologie ont débuté ce matin et le musée de Mayotte a fait le plein. En effet, le MUMA a mis en place de nombreux ateliers ludiques à destination des scolaires. Fouilles, reconstitution d'objets, poterie, les élèves ont pu se mettre dans la peau d'un archéologue en effectuant les tâches qui incombent au métier. Immersion à la fin de votre journal. Et direction tout de suite le collège Ouvamoja à Passamenti où le droit de retrait se poursuit depuis hier. En effet, personnel, agents administratifs, membres de la vie scolaire ou encore enseignants ont décidé de ne plus assurer les cours tant que des mesures concrètes ne seront pas prises pour endiguer la violence. Pour l'heure, aucune rencontre n'a eu lieu avec Madame la vice-recteur. Quant aux discussions qui ont eu lieu entre le secrétariat général du vice-rectorat et la direction, elles n'ont toujours pas porté leurs fruits. Le point dans ce sujet signé Soni Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vim. Le droit de retrait se poursuit du côté du collège Ouvamoja de Passamenti. Depuis hier et face à la recrudescence des violences au sein et aux abords de l'établissement, les enseignants mais également les agents administratifs et autres membres de la vie scolaire ont décidé de forcer le vice-rectorat à prendre des mesures d'urgence. On a entendu beaucoup de choses de surenchère, anxiété, climat anxiogène qu'on entretenait. On est complètement en désaccord avec cela. On a parlé beaucoup de sentiments d'insécurité, mais ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment une insécurité présente, constante. On est en train de relever beaucoup de témoignages des collègues et voilà, l'insécurité dure depuis plusieurs semaines et mardi a été vraiment la goutte d'eau. Ça a été beaucoup trop fort pour certains et pour beaucoup d'élèves aussi qui sont sortis choqués de ces événements. Les enseignants, les agents administratifs, la vie scolaire, on a eu ras-le-bol de cette situation, se sent réellement en insécurité actuellement, se sent menacé et il est urgent de revoir les modes de fonctionnement et de nous écouter. On est sur le terrain et on a des solutions à apporter pour le bien-être de tous, les enfants compris bien sûr. Le personnel réclame plus de moyens matériels et humains, plus de présence policière ou encore la sécurisation des portails et grillages du collège afin d'éviter toute intrusion. Hier, des discussions ont pu débuter et doivent se poursuivre dès demain avec l'ensemble des acteurs concernés par l'insécurité. Il y a eu des éléments un peu nouveaux aujourd'hui. On est toujours en discussion avec la direction. Mais le rectorat pour l'instant refuse toujours de nous donner une réponse quant à notre demande d'être reçu. Malgré tout, on a continué nos groupes de travail qu'on avait lancés hier pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, des caddies sont venus à notre rencontre, on a pu discuter avec certains enseignants et la direction pour essayer de voir ce qui allait être mis en place. Et demain, une réunion au sein du collège sera organisée avec les membres du personnel, donc enseignants, agents, vie scolaire, etc. Les caddies et les familles que nous invitons de VIB et de Passamenti pour essayer de trouver des solutions en commun et apaiser un peu tout cela. Chacun souhaite le retour au calme,
Mais le personnel se refuse à lever son droit de retrait tant que des engagements concrets ne sont pas pris. Je pense que le rectorat essaie de calmer le jeu et se repose sur la direction de l'établissement, mais le fait que la direction, comme le secrétaire général que nous avons rencontré hier, refuse de prendre des engagements, pour nous ça ne nous satisfait pas. On ne peut pas, sans engagement, reprendre le travail en étant sûr que l'insécurité sera absente de l'établissement. A noter que le syndicat FSU est également intervenu en réclamant la tenue d'une réunion du comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Néanmoins, le secrétaire général du vice-rectorat l'a jugé injustifié. En ce qui concerne la direction de l'établissement, pour l'heure, elle ne souhaite pas répondre à nos questions, préférant attendre l'issue des réunions à venir. Et du côté de la Colas, la grève se poursuit également. Après 1 mois et demi de grève, la situation n'évolue pas. En cause, une union syndicale qui fait défaut puisque le syndicat CGT se retrouve seul dans ce conflit. Ce matin, le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière était sur notre plateau. Il a expliqué pourquoi son syndicat était absent dans un mouvement pourtant qu'il soutient à 100%. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Je l'ai appris par mes adhérents, comme quoi il y a nos grèves. Bon, je leur ai dit, soutenez comme vous pouvez le mouvement. Mais de là à mettre le logo de FO et à participer, moi en tant que l'Union départementale Force ouvrière, il va falloir qu'on m'invite. Il faut arrêter un peu aux devinettes. Je ne peux pas deviner les mouvements qui se passent à droite et à gauche. Il va falloir qu'on se tienne au courant entre Donc partenaires. c'est qu'un problème de forme, c'est pas un problème de fond. Vous soutenez la grève de Colas? Bien entendu, je soutiens tous les mouvements de grève pour l'égalité des droits, pour avoir l'augmentation de salaire. C'est ça même le sens même du syndicalisme. Oui. Donc aujourd'hui, me concernant, j'ai pas été contacté ni par les délégués syndicaux de la Colas, ni par le secrétaire général de la CGT Mayotte. Donc je regrette cet état de fait parce que moi je suis persuadé qu'il n'y a que l'union qui fait la force, il n'y a que l'intersyndicale qui peut peser lourd dans de tels mouvements de grève. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis spectateur comme vous, je regarde et je suis un peu consterné par cet enlisement. Et à noter qu'hier, 4 salariés grévistes de la Colas ont été interpellés par la gendarmerie sur le site ETPC situé à Congo. Ils sont accusés d'avoir entravé le bon fonctionnement de la carrière. Et je me tourne maintenant vers nos deux invités du barreau de Mamoudzou, maître Fatih Ramani, maître Fatima Osseni. On le disait tout à l'heure, le mouvement de grève se poursuit du côté du barreau. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation? On a vu cette histoire de badge, cette affaire où vous avez refusé de faire les audiences en fait, qui étaient prévues parce que vous contestiez ce manque de moyens qui était criant. Fatima Osseni. Oui, bonsoir. Donc ce mouvement est initié récemment, mais il correspond à des revendications extrêmement anciennes. Et la première des revendications, ce n'est pas les badges comme c'est aujourd'hui stigmatisé, c'est d'abord l'accessibilité pour le justiciable à un local, à des lieux par lesquels il va pouvoir s'entretenir, exercer son droit à défense, à un défenseur, un local digne de ce nom. Or, à ce jour, ce lieu n'existe pas. La revendication est portée, elle est réclamée. Également l'accessibilité, l'accès pour nous autres les avocats au tribunal, ce qui n'était pas le cas. C'est par le mouvement de grève que nous avons obtenu gain de cause, mais autrement c'était pas du tout une question qui était d'actualité et qui, malgré les promesses qui nous étaient faites, n'était pas mise en fonctionnement. Et nous avons encore d'autres revendications, mais pour lesquelles nous acceptons qu'un moratoire soit fixé, notamment le fonctionnement plus souple du bureau d'aide juridictionnelle, la remise de jugements anciens qui datent de 2015 et qui perturbent totalement le service public de la justice. Mais ce qui ne peut pas se négocier aujourd'hui, c'est effectivement le lieu, non pas pour les avocats, mais pour le justiciable, pour lui permettre d'avoir ce droit à un procès équitable, c'est-à-dire le droit à un défenseur, à une défense, à pouvoir s'entretenir dans des conditions confidentielles, telles que prévues par le Code de procédure pénale, avec son avocat. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, maître Fatih Ramani, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir de l'extérieur, c'est ce qu'on voit, on a l'impression qu'on a les avocats d'un côté, puis la présidence du tribunal, le dialogue ne passe plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Non, on ne peut pas dire que le dialogue ne passe plus. On communique, je veux dire, depuis le début de ce mouvement, il y a toujours eu de la communication. Alors, j'ai insisté sur ce que vient d'indiquer ma consoeur. Au début, c'est vrai que j'ai senti qu'on était vraiment limité aux badges. Non, les badges étaient seulement une des revendications. Il y avait énormément de revendications, dont l'entretien dans un local qui respecte les critères de la confidentialité. Mais le dialogue continue. Hier, moi, ainsi que monsieur le bâtonnier et un autre de mes confrères, membres du Conseil de l'Ordre, on a été reçus par monsieur le procureur. Nous avons dialogué. Nous avons donc fait état de la situation, nous avons fait état de nos revendications actuelles et des revendications bien sûr futures. Là, la balle est dans leur camp. Le procureur donc a bien pris acte de nos revendications, de cette volonté qu'on veut d'avoir un local, mais un local qui respecte bien sûr ce critère de confidentialité. Nous attendons un retour, mais tant que ce local, nous ne l'aurons pas, tant que nous ne pourrons pas exercer notre profession dans des conditions dignes, tant pour le justiciable, et qui permettent de préserver la confidentialité de nos échanges, le mouvement continuera. Voilà. En fait, c'est la seule. Nous suspendrons le mouvement de grève tant que cette revendication ne sera pas acceptée. Justement, vous n'avez pas peur par rapport aux intérêts de vos clients, vous n'avez pas peur que ça porte atteinte, ce mouvement de grève, à leurs intérêts ? On ne porte pas atteinte aux intérêts, au contraire, nous combattons pour ces intérêts. C'est nous qui le faisons et c'est aujourd'hui, alors que c'est le service public de la justice qui devrait l'organiser, c'est nous qui sommes en train de porter cette mission qui devrait incomber au chef de juridiction. Il faut que vous replacez les choses dans leur contexte. On a intégré un nouveau bâtiment. Alors imaginez comment on a pu concevoir et aménager une nouvelle bâtisse sans avoir jamais pensé à mettre un seul lieu, ne serait-ce qu'un seul lieu, à disposition des avocats, pour qu'ils puissent recevoir leurs clients en toute confidentialité. On parle là de toutes les affaires au niveau pénal. On a un box qui vient d'être proposé, qui n'est pas du tout insonorisé, donc vous comprenez bien, ne répond pas aux critères de confidentialité, qui ne se ferme pas correctement, dont le procureur vient de nous parler. C'est même pas nous qui en a parlé d'ailleurs, c'est d'abord à la presse, puisque vous êtes toujours les premiers récipiendaires de l'information du tribunal avant nous. Alors c'est vrai qu'il y a un dialogue, on discute. Maître Fatih Ramani, qui est membre du Conseil de l'Ordre, avec le bâtonnier, on peut échanger, mais il est vrai que le nombre des informations nous parviennent quand même de la presse. Et hier, c'était une journée particulièrement houleuse, puisque jusqu'à présent, toutes les audiences se passent correctement, puisqu'il y a un mouvement de grève, c'est compréhensible, les audiences sont renvoyées. Hier, le droit de grève a été entravé. Les renvois qui ont été ordonnés par une seule et unique juridiction, qui était le tribunal correctionnel en collégial, l'ont été pour des motifs autre, et à chaque fois autre que l'exercice du droit de grève par certains avocats. Et plus encore, il y a une affaire qui a été retenue alors qu'un avocat était en grève. Donc on a effectivement un dialogue existant, mais qui est quand même particulièrement houleux. Mais on en appelle au calme, on en appelle à la discussion. Comme vous vient de vous dire, Maître Fatih Ramani, la balle est dans le camp des deux chefs de juridiction. Nous attendons les réponses aux propositions écrites qui ont été formalisées, et au premier rang desquelles, ça n'est pas que les badges, et les badges, je le répète, nous ne les aurions jamais obtenus s'il n'y avait pas eu ce mouvement de grève. On n'aurait pas pu accéder dans l'enceinte du tribunal, ce qui est quand même une aberration, c'est du jamais vu dans toute la République. Et on espère pouvoir avancer par rapport à ce local. Il y a des possibilités, on a fait des propositions. Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, parce que vous parlez d'une bâtisse qui n'est pas adaptée, mais est-ce qu'aujourd'hui un lieu peut vous être attribué? Un nouveau bâtiment, vous imaginez qu'il peut ne pas y avoir de lieu. Toutes les autres structures qui œuvrent au sein du tribunal, le service de probation et d'insertion, le SPIP, l'association des victimes, l'ACFAV, la protection judiciaire de la justice, la PJJ, tout le monde a un local pour s'entretenir avec les justiciables. Il n'y a que les avocats qui n'ont pas été concernés. Nous avons deux petits locaux, 3,50 m ou 4 mètres carrés, le bureau du bâtonnier, le bureau de la secrétaire. Il faut comprendre que ces locaux-là, ils ont des vocations de service public. C'est pas des locaux personnels pour notre activité libérale. C'est parce que nous assumons les commissions d'office, les aides juridictionnelles qui sont organisées par l'intermédiaire de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats, la CARPA, que nous avons ces locaux-là. Mais le local destiné aux justiciables, et c'est nous les avocats qui sommes des personnes privées, qui sommes en train de nous battre pour ce droit fondamental qui normalement devrait être porté par le service public de la justice lui-même.
Merci beaucoup en tout cas Fatima Osseni, maître Fatima Osseni et maître Fatih Rahmani d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau et de nous avoir dit très exactement ce qu'il en était de ce mouvement de grève des avocats au barreau de Mamoudzou. Merci encore. Et politique à présent avec cet entre-deux tours des législatives durant lequel le jeu des alliances bat son plein. À ce titre, nous recevions ce matin le président du MDM à l'origine d'une alliance entre son parti et le Parti socialiste. Un mariage de circonstances, dit-il, pour faire barrage aux deux candidats du Parti des Républicains. Je vous propose d'écouter Aïnoudine Salim lors de la matinale de Kouézi. C'est un mariage de raison, comme vous dites. De toute façon, vous comprendrez pourquoi ça a duré, les négociations ont duré aussi longtemps, alors que c'était aussi facile. Dimanche soir, on pourrait se dire automatiquement qu'on allait se rallier et on a mis 2 jours pour pouvoir se comprendre. Donc c'est un mariage d'aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que stratégiquement, c'est la meilleure des stratégies. Déjà ça, sur ce plan-là. Après, politiquement, vous l'avez vu, nous travaillons avec eux assez souvent. Pour les élections municipales, il y a 3 ans, on les a beaucoup aidés. Quand on est arrivé au cantonal, on leur a offert des cantons sur le tapis. Après, quand on est parti voter pour le président, tout le monde a voté pour le président. Mais à chaque fois, les élus MDM ou les gens MDM, ils se sentent toujours bafoués parce que il n'y a pas le retour non plus. Il faut qu'on travaille ensemble et ces gens-là, ils ne veulent pas travailler avec nous. Et je me tourne justement à ce titre vers notre deuxième invité, notre troisième invité. Il s'agit d'Abdoul Doukaïn. On parlait du fait que vous êtes le mandataire financier de Mansour Kamardine. On vient d'entendre les propos du président du MDM concernant les LR. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il confond des choses. Là, il nous parle, me semble-t-il, de la présidence au conseil départemental, si j'ai bien compris, si c'est bien le cas. Et ce qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est le second tour des élections législatives. Nous avons un candidat qui est qualifié pour le second tour. Eux, ils ont un candidat également qui est qualifié pour le second tour. Je pense qu'on doit se concentrer sur l'essentiel et parler des élections, parler de projets, à mon sens, c'est le plus important. Et ne pas essayer d'induire en erreur les électrices et les électeurs. Parce que quand même, ils ont bien compris. Ils ont d'ailleurs manifesté, démontré leur choix dès le premier tour en votant massivement, en décidant de placer en tête au premier tour M. Mansour Kamardine, et largement en tête. Je rappelle que dans la Circo 2, il y avait ce qu'on appelait, que vous, les médias, appelaient la cirque de la mort. Il y avait M. Atoman Douchna, il y avait M. Ibrahim Bakar, M. Kamardine, que je représente ici, et également Ibrahim Bouanahiri. Et quand vous voyez la différence qu'il avait par rapport aux autres, là, c'est quand même flagrant. Ça veut dire tout simplement que les électrices et les électeurs ont décidé que cette fois-ci, il faudrait que ce soit Mansour Kamardine, parce que la situation de Mayotte est telle qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un avec une voix forte et une voix qui porte. Et ça, me semble-t-il, c'est l'essentiel. Justement, c'est un scénario qui rappelle celui de 2012. Mansour Kamardine est arrivé en tête, sauf que le tout sauf Mansour a fait que ça s'est reporté sur Ibrahim Aboubacar aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours dans cette schématique? Est-ce que vous êtes toujours dans cette crainte? Non, pas du tout, parce que ça, déjà, on ne l'entend pas sur le terrain. Ça, c'est une chose. Et puis, si vous me permettez, parce que ça, c'est important, il faut quand même le dire, d'abord remercier ces électeurs et ces électrices qui ont décidé de voter pour Mansour lors de ce premier tour. Remercier également les candidats qui ne sont pas qualifiés pour ce second tour et qui ont fait le choix de rallier le Mansour. Maintenant, on ne parle plus du candidat des LR, on va parler du candidat des Maoré. Parce que, quand bien même, c'est plusieurs candidats qui ne sont pas qualifiés pour ce second tour qui ont fait le choix de rejoindre Mansour. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils sont profondément convaincus que sur la personnalité de Mansour, ils vont avoir une personne qui va pouvoir défendre les intérêts de Mayotte, qui va pouvoir sauver Mayotte, parce qu'aujourd'hui Mayotte est dans une situation, à l'agonie, tel le Titanic, Mayotte sombre. Eh bien, il faudra bien quelqu'un qui puisse sauver Mayotte. Eh bien, ces candidats-là ont fait le choix de rejoindre Mansour. Donc, ce tout sauf contre Mansour, je ne pense pas qu'il va se traduire sur le terrain. Parce que tout le monde, encore une fois, a compris que la personne qu'il nous faut, le candidat qu'il nous faut, le député qu'il nous faut, c'est Mansour Kamardine.
Justement, par rapport à toutes ces alliances, Mansour Kamardine devait être notre invité ce soir et il a été empêché justement parce qu'il est en discussion pour des ralliements. Qu'en est-il très exactement? Pouvez nous donner des précisions sur de qui il s'agit? Sur moi ici, sur ce plateau ce soir, pour vous dire le contenu de ces discussions, parce que d'ailleurs, je ne participe pas. On n'en a pas, il ne m'a pas appelé ou ni envoyé un message pour me dire le contenu. Il est encore en train de discuter. Je pense que l'issue sera favorable. En tout cas, c'est ce que je l'espère. En tout cas, tout ça, ça démontre quoi? Ça démontre qu'aujourd'hui, et le candidat qui s'était présenté au premier tour, qui était tous sur la même ligne de départ, aussi bien également les électeurs ont compris que Mayotte, aujourd'hui, devait être représenté par quelqu'un qui a une voix qui porte, une voix forte, qui va pouvoir traverser les océans, qui va pouvoir percer les montagnes pour enfin faire entendre les souffrances des Mahorais et des Mahoraises. Alors, quand vous dites une voix qui porte, c'est que Mansour Kamardine prévoit de rallier la majorité présidentielle? En tout cas, ce qui est sûr, il l'avait dit, me semble-t-il, ici sur vos plateaux, que s'il y a une proposition de loi qui favorise Mayotte, lui va voter pour. S'il y a une proposition de loi qui va à l'encontre des intérêts de Mayotte, naturellement, il va se positionner. Il va voter contre. Mais je rappelle une chose, à chaque fois on nous dit ici, on entend par-ci par-là que Mansour Kamardine, candidat LR, forcément il se rend dans l'opposition. Oui, mais bon, d'abord il y a le second tour, rien n'est encore joué. On a encore jusqu'à dimanche, les électeurs et les électrices ont jusqu'à dimanche pour voter. Et puis, tout le monde le sait, il a une affinité avec M. Juppé. Le Premier ministre Édouard Philippe est un ami proche de Juppé. Le ministre de l'économie est un ami également, est issu des LR. Donc moi je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que Mansour sera forcément dans la position. Il y a ça pour la première raison. La deuxième des raisons, c'est que le gouvernement tel qu'il est composé aujourd'hui, personne ne peut dire que moi j'appartiens à cette majorité. Il y a des socialistes, il y a des LR, il y a des UDI, il y a Modem, il y a aussi des gens issus de la société civile. Donc je ne peux pas entendre cette argumentation parce qu'à mon sens, elle est nulle. Alors justement, un dernier mot pour convaincre les électeurs de voter pour Mansour Kamardine ce dimanche. Alors, oui. Pourquoi? Moi, je pense que Mansour Kamardine, au-delà de son premier mandat 2002-2007, il a déjà beaucoup fait. Aujourd'hui, il y a des priorités à Mayotte. L'éducation, la sécurité, la santé, le développement économique. La première des choses, me semble-t-il, que Mansour Kamardine va essayer de le faire, c'est quoi? C'est de faire une proposition de loi programme. Parce que vous imaginez bien, chaque fois, tous les ans, on vote des lois de finances. Ces lois de finances, à elles seules, ne suffisent plus. Une loi programme, c'est quoi? C'est qu'on va mettre des moyens assez conséquents, avec des objectifs précis, sur des projets structurants. L'aéroport, pourquoi pas? Le port, pourquoi pas? Université, pourquoi pas? Le pont reliant la petite et la grande aire, pourquoi pas? Je perds mes mots, mais en tout cas, refaire les routes de Mayotte, pourquoi pas une route à 3, 4, 5 voies, pourquoi pas? Ça, Mansour en fait de ça sa priorité, faire en sorte à ce que aussi Mayotte puisse bénéficier d'une loi programme. Dans cette loi, il y aura des moyens conséquents. Quand je dis des moyens, c'est des moyens financiers, mais également des objectifs bien précis, de sorte à ce que d'ici les 15, 20, 30 prochaines années, Mayotte puisse également se développer et compter sur sa jeunesse. Merci beaucoup Abdoul Doukaini. Je rappelle que vous êtes le mandataire financier du candidat Mansour Kamardine, candidat dans la Circodo pour ce second tour des législatives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et autre sujet à présent avec le baccalauréat qui cette année à Mayotte concerne plus de 4000 candidats. Les épreuves écrites ont débuté aujourd'hui avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Nous nous sommes rendus au lycée Younoussa Bamana pour recueillir les premiers témoignages des élèves à la sortie de l'épreuve. Un reportage de Sony Chamsidine. Y a-t-il un mauvais usage de la raison? Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? La raison peut-elle rendre raison de tout? Ou bien encore, peut-on se libérer de sa culture? Voilà quelques-uns des sujets de l'épreuve de philosophie donnant le coup d'envoi du baccalauréat.
Après 4 heures d'épreuve écrite, sentiment mitigé des élèves. Ça a été un peu dur, mais si on avait révisé, ça aurait été mieux, mais bon, c'est comme ça. C'était pas très facile, mais pas très dur parce que déjà il y avait 3 sujets. Un c'était l'étude de texte, l'autre c'était, enfin les 2 autres c'était 2 sujets normaux. Moi j'ai pris le premier qui me paraissait plus facile. Ça s'est bien passé parce que j'ai pris le sujet que je voulais, enfin le bonheur. Et c'est un sujet dont j'avais beaucoup révisé et je voulais tomber dessus. Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Et vu que j'avais révisé sur le sujet du bonheur, j'ai fait l'intro, le développement et la conclusion. La feuille n'était pas blanche, j'ai mis tout ce que j'avais dans ma tête, mais après il n'y a que le résultat qu'on attend. On est impatient. Pour le millésime 2017 du baccalauréat, 4025 candidats sont en lice dans l'ensemble du département. Des lycéens qui espèrent désormais aborder la suite des examens avec beaucoup moins de stress. Je vais essayer d'être moins stressée parce que j'ai stressé un peu pour rien. Et après, voilà, je pense que ça va aller. La suite, je ne suis pas très sûr de moi, mais je ferai tout ce que j'ai. On n'est jamais sûr, mais quand il faut se lancer, il faut se lancer. J'ai surtout peur pour ma spécialité parce que c'est pas une spécialité facile aussi. L'objectif pour les candidats cette année, dépasser la barre des 66% de taux de réussite atteint en 2016. Réponse le 3 juillet prochain. Et je propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 15 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les actes de délinquance ont toujours la vie belle sur le département. En effet, si les chiffres tendent à montrer qu'une baisse de 25% est enregistrée en zone police, en zone gendarmerie, les faits de délinquance augmentent. C'est notamment le cas sur les sites touristiques comme le prouvent les derniers faits divers. Vendredi, 3 touristes ont été agressés et totalement dépouillés par des individus armés alors qu'ils montaient les marches d'Aqua. Le lendemain, 6 personnes ont été dépossédées de tous leurs biens alors qu'ils déjeunaient sur la plage d'Andréma. Dimanche, ce sont cette fois des promeneurs qui sont tombés nez à nez avec des voleurs alors qu'ils entamaient la descente du mont Chungi. Tous leurs effets personnels ont été dérobés. Aucun blessé n'est à déplorer, mais ce type d'agression fait s'installer un climat anxiogène sur le département. En effet, nombreux sont ceux à ne plus pratiquer des loisirs tels que la randonnée, par peur de devenir une énième victime dans la rubrique faits divers. En octobre dernier, les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte avaient été marquées par de vives contestations, et ce avant même la tenue du scrutin. Car si le vote avait été sans appel et permis à Salim Soumaïla de devenir président, la question de la validation des listes avait causé beaucoup de remue-ménage. En effet, seule la liste Walesi, Capeb, FM, BTP avait été validée par la préfecture. Les autres listes avaient été rejetées car non conformes et cela avait donné lieu à un recours devant le tribunal administratif. Lors du premier jugement, les élections avaient été annulées afin d'être rejouées. Néanmoins, Salim Soumaïla avait interjeté appel et la cour administrative de Bordeaux vient de contredire le jugement de première instance en validant les élections du 14 octobre 2016. Les débats semblent donc clos, à moins que le Conseil d'État soit saisi dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit pour l'heure, Salim Soumaïla reste le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. La célèbre course de pneus prépare sa grande finale prévue le samedi 1er juillet prochain. Cette année, 4 manifestations ont déjà eu lieu sur toute l'île. 300 enfants vivant éloignés du chef-lieu ont participé à chaque course pour tenter de gagner leur place en finale. 20 filles et 20 garçons de chaque intercommunalité ont été présélectionnés directement pour participer à la grande finale. La 34e édition débutera dès 14h avec 600 garçons âgés de 8 à 12 ans qui s'affronteront pour devenir le prochain grand champion de Mayotte. Ils seront suivis par la course des filles à 14h20. Chez les adultes, les inscriptions ont débuté ce jour et le départ sera donné à 15h. Cette année, seuls les 3 premiers de chaque catégorie, gros pneus, bouénis, femmes et hommes, seront invités à recevoir leur lot sur la scène prévue à cet effet. Le reste des lots sera distribué sous la tonnelle en Gallia.
Et terminons à présent avec les Journées nationales de l'archéologie dont le coup d'envoi a eu lieu aujourd'hui, organisé par l'INRAP au niveau national et par la DAC, le MUMA, le conseil départemental et la mairie d'Aqua au niveau local. Ce rendez-vous incontournable est dédié à la découverte des différentes facettes de l'archéologie. À ce titre, du 15 au 18 juin, le MUMA et la commune d'Aqua proposeront diverses animations, ateliers et conférences. Et pour ce premier jour, nous nous sommes rendus au MUMA à la rencontre des scolaires. Immersion donc dans le monde de l'archéologie vue par les enfants dans ce reportage signé Adèle Laurent. Beaucoup de visiteurs aujourd'hui au musée de Mayotte. Et pour cause, à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, l'institution a mis en place de nombreux ateliers ludiques à destination des scolaires. Plus de 100 élèves ont pu se mettre dans la peau d'un archéologue en effectuant les tâches qui incombent au métier, dont la plus connue reste la fouille. On a fait l'archéologue, on a pris une pelle, on a creusé, après on a trouvé, on a pris le pinceau et après on a pris une feuille pour dire ce que c'est, on a marqué quel âge ça avait, qu'on apprend plein de choses et en même temps on s'amuse. Et en bon archéologue, les élèves ont ensuite reconstitué des objets. Je suis en train de reconstruire des objets anciens pour expliquer ce que ça servait avant. On essaye de reconstruire une tasse. Attends, c'est une petite tasse. C'est reconstruire des objets détruits. Pour apprendre, pour mieux apprendre. Comment c'est fait. Comment c'était fait avant. Pour voir le passé, pour s'amuser. Et pour que l'archéologue ait du travail, il faut avant tout qu'il y ait des objets à trouver. C'est pourquoi un atelier poterie a également été mis en place. J'ai appris à faire la poterie. On fait le fond d'une assiette. C'est rigolo et en même temps difficile. Parce qu'il faut essayer de coller, mettre l'eau autour et surtout quand il faut taper, j'arrivais pas, on m'a aidé. Tous les jours à l'école on travaille, mais je préfère un peu m'amuser. Objectif atteint pour le MUMA. En effet, le but de ces journées est avant tout de sensibiliser de manière ludique au métier de l'archéologie. L'archéologie, on le voit souvent comme quelque chose de compliqué, de très complexe, alors que c'est pas simple, hein, mais je veux dire, il est abordable. Et si on veut avoir des futurs archéologues, il y en a pas beaucoup des archéologues, surtout à Mayotte, il y en a pas. On a tous des archéologues qui viennent d'ailleurs, hein, et on aimerait bien avoir des archéologues mahorais. Et ce que l'on peut dire, c'est que le message est bien passé auprès des élèves. Les journées d'archéologie, c'est pour savoir un peu. Et on apprend les choses qui étaient avant, ce qui s'est passé avant, et c'est intéressant. Archéologue, c'est travailler dans la terre, c'est trouver des choses dans la terre, des os, des choses qui marquent que d'autres choses avant nous sont passées. C'est de trouver des choses anciennes qui appartiennent au passé et de dire au monde que c'est ça qu'avant nos ancêtres ils avaient. C'est très passionnant et peut-être quand je serai grande je ferai ce métier. Comment trouver, reconstituer, dater et situer un objet et aussi connaître les dernières découvertes archéologiques sur l'île. Ces journées nationales de l'archéologie permettent donc aux plus jeunes d'en savoir plus sur leur histoire, mais aussi de s'imprégner de ce métier pour peut-être susciter des vocations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, 19h, pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.